Les élections européennes, bien sûr, le scrutin approche le 26 mai. Et puis, comment on sort de cette crise des Gilets jaunes alors que le grand débat se poursuit et arrive bientôt à sa fin? C'est avec Marielle de Sarnez que nous sommes aujourd'hui, députée MoDem de Paris et ancienne ministre. Et évidemment présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Le président de la République a adressé une tribune à tous les citoyens d'Europe, c'est comme ça qu'il les appelle. C'est d'ailleurs intéressant, citoyens d'Europe et non pas citoyens européens. En début de semaine, cette tribune était à la hauteur de vos espérances? Ah oui, moi je trouve que c'est une initiative extrêmement forte. D'ailleurs, elle n'a pas de précédent. C'est la première fois qu'on a un président de la République française qui se saisit de la question européenne et qui, au nom de son pays, au nom de la France, propose une vision en Europe. Et je peux vous dire qu'on en a sacrément besoin. Et donc oui, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, il dit qu'il faut remettre à plat Schengen, il faut créer un bouclier social. Ouais. On a l'impression que ce sont des idées qui ont été ressassées 1000 fois et que on bute à chaque fois sur les divergences nationales, quoi. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Si on croit qu'on va régler les problèmes, les défis du monde auxquels nous sommes confrontés, on prend toutes les grandes questions de préserver notre modèle social, qui est quand même unique au monde, de protéger notre modèle de civilisation. Mais comment on peut avoir le même modèle social que les Polonais ou les Grecs, de faire face à la question des migrations. Nous voyons bien que sur toutes ces questions, il faut s'unir pour apporter des réponses. Et il va falloir que l'Europe se mette à faire de la politique. Et c'est pour ça que je trouve cette tribune extrêmement intéressante. Non, je trouve que quelquefois, on se perd un peu dans des limbes techno. Voilà. Et il va falloir un grand retour du politique. Il faut qu'elle soit moins bureaucratique et plus... Oui. Et se recentrer sur l'essentiel, peut-être, oui, c'est exactement ça. Et quand on voit le monde tel qu'il est, quand vous voyez l'ambition chinoise, première puissance mondiale, veulent-ils, à 2049, quand vous voyez les problèmes américains, quand vous voyez l'ensemble des crises et des pays qui nous entourent, écoutez, évidemment qu'on a besoin d'une Europe forte, unie sur l'essentiel. Alors, il y a une formule qui est apparue dans cette tribune, on ne l'avait pas entendue dans la bouche du président, me semble-t-il, la préférence européenne. Mais oui, mais enfin, moi j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit qu'il fallait quand même que les Européens défendent les intérêts des Européens. Vous voyez, jusque-là, ça va. Les autres grandes puissances dans le monde, qu'est-ce que vous croyez qu'elles font? Les Américains, ils défendent leur industrie. Les Chinois, ils défendent leur industrie. Ben, il faut qu'on fasse exactement la même chose, qu'on défende nos industries, qu'on défende nos emplois, qu'on défende nos salariés. Et c'est bien normal. Et je crois que dans ce domaine-là, peut-être il y a eu un peu de naïveté, on va dire, ou trop de naïveté. Il faut faire comme les grands concurrents du monde. Alors, vous revenez d'Érythrée, vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. L'immigration est effectivement un point sensible. Alors, le président n'a pas bien compris, parce qu'il y a une police des frontières qui s'appelle Frontex, et on a l'impression qu'il veut... qu'il l'avait un peu oublié, comme il nous dit, il faut se renforcer là-dessus. Il a bien raison, bien sûr qu'il faut se renforcer. Oui, mais vous savez que Frontex a embauché beaucoup de monde là, ces derniers temps. C'est au fond un discours de la France depuis longtemps, ce sont des propositions françaises depuis longtemps, et c'est bien, et j'en suis heureuse. Bien sûr qu'il faut qu'on avance ensemble sur la question migratoire. Alors sur la question migratoire, si on a 2 minutes, si on a 2 minutes, on va distinguer 2 points. On a la question de l'asile. Je crois, moi, qu'il faut recentrer l'asile sur ce qu'il est, la protection d'individus menacés. Même critère pour tout le monde. Il faut qu'on ait les mêmes critères, les mêmes taux, entre guillemets, de reconnaissance. Et il faut que, c'est un peu technique, mais quand on refuse l'asile dans un pays, quand on appelle ce qu'on appelle les déboutés de l'asile, par exemple en Allemagne, et que les mêmes personnes viennent demander l'asile en France, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut arrêter avec Dublin. Mais enfin, on est dans un état de droit, donc il faut en tous les cas considérer que quand on donne l'asile dans un pays, ça vaut pour cet espace, et quand on le refuse, ça vaut aussi pour l'ensemble de l'espace. Et comment ça, c'est pour la question de l'asile. Chez eux? Bien, il faut des politiques de retour, il faut favoriser les retours volontaires. C'est quelque chose qui marche dans les pays où ça se fait. Il faut créer une compagnie aérienne spéciale. En particulier, Frontex le fait. Frontex fait des retours. Il faut évidemment des accords avec les pays de provenance. C'est absolument, c'est une évidence. Et puis, deuxièmement, il faudra qu'on se pose un jour la question de la migration économique. Est-ce qu'il y a besoin d'une migration économique? Si oui, comment on la gère? Moi, je crois profondément que... Mais à la vérité,
vous savez très bien qu'il y a des tas de boulots qui font qu'on ne trouve pas et que quelquefois ce sont des gens qui viennent d'ailleurs qui les pourvoient. Alors il faut en tous les cas qu'on ait le courage d'ouvrir ce débat. Ouais. Le président l'a fait dans la lettre d'ouverture du grand débat. Je trouve que c'est très bon, c'est très sain. Et moi je suis pour la migration économique, pour qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle des visas multiples. C'est-à-dire que quand on donne des visas qui sont valables pour plusieurs entrées, mais ça implique donc le retour du migrant dans son pays. Plusieurs entrées, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Il peut venir travailler 2-3 ans chez nous en France. Ouais. Après, il peut retourner mettre à profit ce qu'il a fait en France et éventuellement revenir à nouveau pour quelques temps pour pouvoir repartir chez lui. Ça va être dur à contrôler, ça évite la fuite des cerveaux. Je vous assure que si on y réfléchit bien, c'est beaucoup mieux que de se dire qu'il y a des gens qui rentrent illégalement chez nous et qui restent au fond. Marielle et donc, il vaut mieux rapprocher ces questions-là des voies légales. C'est le 26 mai. Qui va diriger cette liste ? Ah ben écoutez, vous allez le savoir, le 26 mai, ce n'est pas demain matin. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une ambition européenne dans le courant du mois de mars. Encore du mois de mars. Le lancement de la campagne, c'est le 30 mars. Il y a une indiscrétion qui est sortie, enfin une indiscrétion, un cadre d'agir. Agir, c'est donc les centristes et certains éléments de droite qui sont plutôt dans la majorité présidentielle, en tous les cas qui l'épousent, qui en épousent les idées, qui et qui dit il y a 79 places, 79 places pour la France. 50 vont aller à La République En Marche, 29 autres aux autres. Et sur ces 29 autres, la moitié pour le MoDem. Bien, je pense que je vais vous décevoir. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on a un rendez-vous qui est un rendez-vous historique avec l'Europe. Et que ce n'est pas une affaire de parti. Et que ce n'est pas une affaire de cuisine, de politique politicienne. Après, une liste est formée de femmes et d'hommes compétents qui auront vocation à porter cette nouvelle ambition française. Il va falloir qu'ils soient des combattants de l'Europe. Il va falloir qu'ils changent les choses. Par exemple, sur la concurrence, par exemple, sur la protection de nos intérêts. Non, moi, je vous dis ce que je crois. Non, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Arrêtons tout ça. Vous n'allez pas me dire que François Bayrou ne va pas appeler le président de la République pour lui dire... Je viens de vous dire que cette liste serait évidemment composée de femmes et d'hommes de différentes sensibilités. Il faut qu'elle ressemble le plus possible, au fond, à notre pays, à la France. Il faut que ce soit une femme qui dirige. Bien évidemment. Écoutez, il y a des femmes formidables dont on parle en ce moment, donc on verra bien. Moi, je trouve que c'est toujours bien. Ça me rappelle, j'ai fait la campagne de Simone Veil, donc je serais très heureuse que ce soit une femme qui soit tête de liste. Vous rigolez. En 79, on a fait près de 30%. Simone Veil a été élue présidente du Parlement européen, le premier Parlement européen élu au suffrage universel. Ça a été très très brillant avec Simone Veil. Non, vous vous trompez. Mais une femme plutôt. Pourquoi pas ? De la société civile. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que c'est un moment où, grosso modo, c'est presque une question de vie ou de mort pour l'idée européenne. Soit l'Europe va continuer de se déliter, comme on le voit avec le Brexit, soit l'Europe va se ressaisir, prendre un élan nouveau, se refonder, c'est la renaissance à laquelle appelle le président de la République française. Donc ça se joue. C'est vital. Ça se joue. C'est historique. Ça se joue entre progressistes et nationalistes, alors que le président de la République n'a pas employé ces mots-là d'ailleurs. Non, moi je n'emploie pas, je n'utilise pas ces mots-là. Moi je crois que c'est une question de souveraineté. On doit retrouver une souveraineté. On doit exprimer la volonté de nos concitoyens, une souveraineté européenne, une souveraineté de la France, une souveraineté de l'Europe. Et moi, je crois une chose profondément, c'est qu'il faut que l'Europe, que les peuples se réconcilient avec l'idéal européen, avec l'idée européenne, et qu'on y arrivera si l'Europe s'occupe enfin des vraies attentes de nos concitoyens. Donc il y a plein de sujets qu'il faut qu'elle abandonne alors. Dans cette lettre et dans cette tribune du président de la République, et plus politique. On doit défendre nos valeurs, défendre notre modèle de société, défendre notre civilisation. Tout ça, chez nous, en pleine tempête sociale. Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que le président de la République... parle de l'Europe, il dit voilà, il faut absolument que, en gros, ceux qui sont pour une souveraineté européenne gagnent. Oui. Il faut que la France gagne en Europe. Il faudrait d'abord qu'il gagne. C'est ça la question. Il faudrait que le président de la République ait la liste à laquelle vous allez participer, pas vous en tant que Marielle de Sarnez, mais le MoDem, il faudrait d'abord qu'elle gagne en France. C'est pas donné ça, en pleine crise des Gilets jaunes. Enfin, dans chaque campagne, rien n'est jamais joué d'avance et donné. Je vous dis simplement que l'enjeu est historique et que c'est pourquoi il faut le rassemblement le plus large possible et le projet le plus fort possible. Vous êtes contente que M. Raffarin, ancien Premier ministre, ait rallié? Oui, parce que c'est un homme d'État, Jean-Pierre Raffarin, et il voit très très bien le point où nous en sommes de l'Europe. Il connaît le monde tel qu'il va et il voit qu'il y a besoin d'une Europe forte. Comment on sort de la crise des Gilets jaunes, Marielle de Sarnez? Moi, je pense que il y aura un avant et après grand débat. Ce qu'on fait en France, c'est absolument inédit pour une démocratie. Vous personnellement? Oui, j'y ai participé, je fais des débats, je participe à des débats. J'en aurai encore un dans le 14e arrondissement, je l'ai fait en Bretagne, je l'ai fait partout où j'étais invité à participer. Je trouve que c'est un moment où le peuple s'empare
de ses propres et donne sa propre vision et s'empare de ses problèmes, je trouve que c'est un moment très intéressant dans une démocratie. À la vérité, on donne souvent la parole au peuple pendant les temps de campagne électorale. Et puis arrive le temps de la gouvernance, ça dure 5 ans chez nous, 4 ans dans d'autres pays. Comment on clôt tout ça et on en sort? Alors, on en sort d'abord en entendant et en écoutant. Non, je vous le dis. Pour moi, il y a 3 étapes. 1, entendre. Le président le fait, il l'entend. 2, montrer qu'on a compris les attentes profondes, ça, on va le voir. les attentes profondes de ce pays. Donc, diagnostic partagé, compréhension des attentes profondes. Et après, moi, je crois qu'il y aura plusieurs réponses. D'abord, la réponse globale, c'est quand même, au fond, une sorte de nouveau contrat qu'il faut passer avec le pays. Je dis, il y aura un avant, il y aura un après, forcément. Plus d'impôts, après le grand débat. J'ai dit un nouveau contrat avec le pays. Pourquoi vous dites plus d'impôts? Non, mais parce que le Premier ministre a l'air de redouter cela. Le Premier ministre a dit hier que, grosso modo, on était à un stade où il ne fallait pas augmenter les impôts. Et je pense qu'il a absolument raison et que c'est bien exactement ce que les Français pensent. Il y a des demandes aussi. Il y a des demandes et il y a des demandes contradictoires. Et c'est le rôle, au fond, des dirigeants d'essayer de dépasser tout cela et de donner un horizon. Il y aura des réponses de court terme et il y aura aussi, à mon sens, des chantiers de long terme qui devront être ouverts. Par exemple, la question de la justice fiscale, ça peut être un chantier de long terme. Est-ce qu'on a aujourd'hui une justice fiscale lisible, compréhensible, progressive? Ce n'est pas forcément le sentiment des Français. Ça peut être une grande question pour le long terme. Il y a une question, moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est la question de notre État. Nous avons au fond la France, seul État comme ça en Europe, à être hyper centralisé. Tout remonte à Paris. Donc il faut tout décentraliser davantage. Mais il faut faire confiance au terrain, c'est vital. Il faut plus de créativité, d'innovation, de souplesse. Et là, c'est une sorte pour l'État aussi de se débarrasser de ce qui est gênant. Non, parce qu'il faut que l'État assume ses tâches, et en particulier ses tâches régaliennes. On entend même aujourd'hui une petite musique qui dit si ça se trouve, la taxe carbone, on pourrait peut-être la faire régionalement. Les tâches régaliennes, c'est pas seulement la défense, la sécurité, qui sont évidemment les tâches régaliennes, c'est aussi la cohésion sociale du pays. Donc c'est ça qu'il va falloir clarifier, mais moi je suis persuadée qu'un État trop centralisé, ça n'est pas bon pour les initiatives des individus. C'est plus de saison, c'est plus d'époque, je dirais, comme par le passé. Absolument. Est-ce qu'il faut un remaniement? Est-ce qu'il faut une dissolution? Est-ce qu'il faut un grand référendum? On peut imaginer qu'il y a un moment une consultation et un référendum. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, au fond, c'est quels sont les chantiers qui vont être ouverts, quelles sont les réponses qui vont être proposées par le président de la République et quel nouveau contrat on va écrire avec le pays. Vous pensez que la fièvre qui s'est emparée de ce pays, on vit quand même un peu sur un volcan, on le voit tous les samedis, vous pensez qu'elle va retomber, cette fièvre? Je pense qu'il faut que les violences s'arrêtent et le plus vite elles s'arrêteront, le plus vite elles s'arrêteront, le mieux ce sera. Est-ce que cette envie de participer de quelque chose et à quelque chose va cesser? Je souhaite que non, parce que je pense qu'il y a du bon dans le grand débat, il y a du bon dans toutes ces réunions, il y a du bon dans l'expression des Français. Et donc, il va falloir repenser une démocratie qui soit plus ouverte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renforcer la démocratie de ce qu'on connaît, c'est-à-dire du Parlement et le pouvoir du Parlement, d'évaluation, de contrôle, un Parlement plus représentatif. Mais il faut, dans le même temps, avoir au fond une écoute plus ouverte aux opinions publiques. On est avec Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jean-Baptiste Semerjian. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Marielle de Sarnez. Une première question de Renard, c'est sur le chat du Figaro. Il vous demande 3 différences majeures entre LREM et le MoDem. Est-ce qu'il y a des différences? Bien sûr qu'il y a des différences. On n'a pas une histoire qui est semblable. LRM est extrêmement récent. Nous, ça vient de loin, ça vient de longtemps. C'est un sillon qu'on trace et que François Bayrou a tracé depuis longtemps. Donc c'est peut-être une différence, mais c'est aussi une richesse. Voilà. Mais moi, je ne me lève pas le matin en me disant « Tiens, qu'est-ce qui me différencie de la REM ?» Je me lève le matin avec un seul truc en tête. Je veux qu'Emmanuel Macron réussisse. Je veux que la France réussisse. Ça veut dire qu'il faut que la majorité réussisse, mais ça veut dire ici qu'il faut être en capacité de pouvoir, au fond, parler à l'ensemble des Français. Le président de la République française, c'est le président de tous les Français. Et c'est ça que je trouve, dans le grand débat, très intéressant, c'est qu'il s'adresse et que l'ensemble des Français s'adressent, au fond, à ce président de la République. Mais les militants MoDem, ils sont déçus. Alors si vous leur dites ça, autant Pourquoi leur dire d'aller au LREM.
Mais pourquoi? D'abord, les militants, ce sont des citoyens comme les autres. Ils ont envie que leur pays réussisse. Ouais. Et voilà, et ils savent, ils ont choisi de faire chemin avec nous. Ils ont raison et je les y encourage. Réaction de peu importe. Que proposez-vous pour que les citoyens français aient davantage l'impression que l'Europe défend leurs intérêts? Il faut que l'Europe défende les intérêts. Par exemple, quand on regarde la question des barrières douanières, quand on a des produits, je pensais aux produits photovoltaïques qui arrivaient de Chine il y a un certain nombre d'années, qui cassent tous les prix sur le marché, qui défoncent toutes les PME qui font du photovoltaïque, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas admissible, il faut réagir plus vite, il faut réagir plus fort. C'est ce que font exactement les Américains et c'est ce qu'il faut exactement que fasse l'Europe. Donc c'est une question de volontarisme politique. Il faut le décider. Mais il faut peut-être aussi créer les entreprises qui peuvent faire ces panneaux voltaïques en France. On est bien d'accord. Pour ça, il faut d'accord. peut-être baisser la fiscalité. On est bien d'accord, c'est ce que d'ailleurs le gouvernement fait, et c'est d'ailleurs une tendance qui est là depuis un certain temps. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous, il faut avoir une industrie qui marche et qui puisse exporter. Nous avons une question, nous, de commerce extérieur en France, et c'est une grande question qu'il faudra résoudre aussi. Justement, on reste sur la fiscalité. Julien voudrait les mêmes impôts et taxes pour toute l'Europe. C'est possible? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une harmonisation fiscale et sociale. C'est pas un peu utopique, ça? Non, c'est pas utopique. On va pas la faire du jour au lendemain. Mais quand on baisse l'impôt sur les sociétés en France, on se rapproche du taux moyen, au fond, de l'impôt sur les sociétés en Europe. Et c'est une bonne chose. On ne peut pas avoir un dumping fiscal et un dumping social, des normes chez nous, des règles chez nous, et être désavantagé par rapport aux autres. Comment faire pour que l'Irlande soit plus sage et justement se mette dans le il faut que chacun fasse une partie du chemin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Non, il ne faut pas que tout le monde monte l'IS. Nous, on a baissé l'impôt sur les sociétés, il fallait le faire, et il faut qu'on arrive à un taux moyen de l'impôt sur les sociétés, 25%. Voilà, et que l'Irlande puisse le rejoindre. On revient sur la France, ces petits renards qui s'énervent sur le Figaro Live, sur le chat du Figaro Live. Être contre l'État centralisé, c'est être en opposition totale à la méthodologie de Macron. Je ne crois pas ça du tout. Moi, quand je vois Emmanuel Macron dans un pays où discuter sur le terrain, une autorité très verticale. Mais il faut. Le président de la République, il est élu par tous les Français. Donc forcément, c'est bien que l'État soit fort. C'est bien que l'État soit fort. Mais qui ne voit qu'il faut repenser son organisation? Est-ce que l'État doit tout faire, tout décider? Est-ce que tout doit remonter à Paris? Moi, je suis persuadée que dans nos villes, dans nos mairies, dans nos territoires, il peut y avoir des initiatives. On gère souvent plus intelligemment, plus on est proche du terrain, plus on est près des questions qu'on soulève. Le terrain, justement, Thomas vous demande pourquoi il y a autant de SDF et de gens si riches dans les rues, enfin dans la vie, l'actualité. La société se paupériserait-elle? Oui, en tous les cas, les inégalités, vous, à Paris, vous le voyez, inégalités s'accroissent, mais à Paris, c'est une ville où il n'y a pas que, entre guillemets, des très riches. Il y a un peuple de Paris, et il y a des gens qui vivent avec des difficultés à Paris, et qui ont encore des loyers faibles et qui ont des difficultés. Oui, bien sûr. Moi, tout mon engagement politique, c'est un engagement pour faire baisser et pour essayer que les inégalités ne continuent pas de s'accroître. Donc oui, c'est un grand problème. Puisque le nom a été cité, celui de Paris, aux élections municipales, vous serez derrière La République En Marche, là? Je pense que la question, on va dire, pour moi, ne se pose pas de cette façon-là. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un changement à Paris? Oui. Moi, je pense que oui. Oui. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une alternance au fond? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un nouveau projet pour Paris qui se mette en place? Je crois profondément que oui. Comment ce projet peut réussir? Il réussira si c'est un projet central, le plus large possible, le plus rassembleur possible, au-delà même des étiquettes. Après, il faudra que chacun y participe, les sensibilités politiques que vous avez citées et d'autres. Mais il va falloir un rassemblement large et il va falloir surtout un projet pour Paris. Alors, la République En Marche, il y a beaucoup de candidats déjà. De nombreux élus parisiens, quelle que soit leur étiquette, ils sont à droite, ou ils sont au centre, ou ils sont à gauche, qui pensent à peu près ce que je viens de vous dire. Et donc, qui vont être prêts, Benjamin au fond, Griveaux, ce serait une bonne, travailler et à se rassembler pour cela. Benjamin Griveaux, ce serait un bon candidat pour vous? Écoutez, il y a 6 candidats à la République En Marche. Je ne sais pas lequel sortira et de quelle méthodologie ou processus. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si on est dans la course individuelle des uns ou des autres, sans avoir la notion d'une stratégie large, la plus large possible, de rassemblement, on n'y arrivera pas. Question un peu espiègle de Christian. Pour lui, la décentralisation, enfin en tout cas selon lui, ça serait le grand débat en province. Est-ce que c'est avec un peu d'ironie? Le grand débat, il déroule partout sur les territoires en est-ce France. Que la seule preuve de décentralisation, ce serait aller faire le grand débat en il province? faut pas. Moi, décentralisation, c'est un mot que j'aime pas, mais j'en ai pas d'autre, parce que ça veut dire que c'est un mot négatif, quoi. On centralise pas. C'est pas de la déconcentration, c'est de la décentralisation. On décentralise.
À la vérité, vous voyez bien qu'il y a des tas de questions qu'on peut gérer mieux au niveau local qu'à Paris. Moi, je le crois profondément. Quand on regarde tous les pays qui nous entourent, sur l'emploi notamment, il n'y a pas besoin d'aller loin. Sur l'emploi, sur l'insertion, sur l'intégration, sur plein de grandes questions. Regardez les voisins européens. Il n'y a pas que du mauvais dans les pays qui nous entourent. Et de temps en temps, la France ferait bien de regarder un peu ce qui nous entoure. Dernière question. Une dernière question, une réaction par rapport à votre vie politique. Pierre vous demande où en est l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Pas de réponse, je n'en sais rien. Voilà, je n'ai pas de réponse à donner à cela, absolument. D'accord. Vous aviez vécu comment, vous, cette crise ? Écoutez, je n'ai pas envie de m'appesantir du tout sur le sujet, mais c'est une chance pour moi. Je préside la Commission des Affaires étrangères aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et c'est une fonction et une mission que j'aime. Et je ne doute pas que la justice dira enfin que dans tout cela, il n'y a rien que de normal et légitime, et que nous avons évidemment respecté la loi. C'était Marielle de Sarnez qui était avec nous ce matin. Merci de vos réponses. Merci à vous. Merci, chers internautes, via Jean-Baptiste Sémergent. Et puis à demain, si vous le voulez bien.